Bonjour à tous, oui j'ai une voix différente, mais c'est pour ne pas confondre avec la voix normale, car même si on se doute que les dinosaures ne parlent pas tout seuls, c'est mieux s'il a sa propre voix. Dites-moi si ça vous convient en commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année et donc le dernier épisode sur les dinosaures puisque comme je l'avais annoncé dans ma FAQ, je ne parlerai plus de dinosaures l'année prochaine, je vais me concentrer un petit peu sur la géologie puisqu'on a déjà parlé pas mal quand même de dinosaures cette année et pour cause, pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai publié un livre sur les dinosaures de France. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse, surtout qu'on est de Noël, donc si vous êtes un petit peu à la bourre, ça peut être intéressant. Donc comme je le disais, on va s'intéresser aujourd'hui aux dinosaures, et je ne pouvais terminer cette série sans parler des chouchous des petits et des grands, c'est-à-dire les raptors. Un bref rappel avant de commencer, ce que l'on appelle en fait les raptors, c'est une famille de dinosaures appelée les dromaeosauridae. C'est vrai que raptor c'est quand même plus facile à dire. Il s'agit d'animaux bipèdes, carnivores, classés évidemment du coup parmi les théropodes qu'on peut généralement appeler les bipèdes carnivores, à 2-3 exceptions près évidemment. Ils font même partie des saurischiens, qui regroupent presque tous les dinosaures à bassin de reptiles, d'où leur nom de saurischiens. Oui, parce que du coup c'est un peu mal foutu, vu que les oiseaux sont eux-mêmes des saurischiens, ils n'ont pas vraiment un bassin de reptiles, ils ont un bassin d'oiseaux. Les ornithischiens. Sauf que eux, ils ont un bassin d'oiseaux, mais ils n'ont rien à voir avec les oiseaux, les ornithischiens. C'est un peu le bordel, mais c'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. Voilà. Si vous n'étiez pas au courant, comme ça vous fait un mot de plus dans le vocabulaire. Donc les dromaeosauridae sont apparus il y a 155 millions d'années au Kimméridgien, à la fin du Jurassique, et vont s'éteindre en même temps que tous les dinosaures non-aviens, plus plein d'autres bestioles, à la fin du Crétacé, avec l'extinction Crétacé-Paléogène, il y a 66 millions d'années. Les dromaeosauridae seraient même apparus encore plus tôt, puisqu'on a découvert quelques dents isolées en Angleterre, dans des niveaux qui datent de 165 millions d'années. Donc ils seraient 10 millions d'années plus vieux que ce qu'on pense à l'heure actuelle. Mais comme il s'agit seulement de dents, en fait, c'est un petit peu compliqué. Pour être prudent, on va garder la valeur de 155 millions d'années. Et les dents, parlons-en, du coup. À quoi ressemble une dent de dromaeosauridae? Comme celle de presque tous les théropodes, celles-ci sont compressées latéralement, courbes, crénelées, idéales pour trancher de la viande. Oui, parce que si vous n'êtes pas au courant, en fait, les raptors sont carnivores. Voilà, je pense que je vous ai appris un gros truc, je suis sûr qu'il y en a 2 ou 3 qui sont tombés de leur chaise. Et comme chez tous les archosaures, les dents de dromaeosauridae tombaient et repoussaient tout au long de leur vie, ce qui explique pourquoi on peut en trouver parfois isolés et sur des cadavres. Des cadavres fossilisés, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que un peu moins quand même. Et d'ailleurs, les raptors, chasseurs, charognards, vivant en groupe ou en solitaire, eh bien spoiler et désolé Jurassic Park, mais tout va dans le sens d'animaux certes prédateurs, opportunistes, s'ils tombent sur une charogne, généralement ils ne vont pas se gêner non plus, mais des animaux qui seraient vraiment solitaires. Donc il faut oublier toutes les stratégies de groupe et tout que Jurassic Park nous a vendues. Et même les moyens de communication, là, les trucs qui crient, qui font des bruits de perroquets, ça marche pas. Désolé. Une des plus belles preuves à cela est le fossile découvert dans le désert de Gobi, qui représente un vélociraptor, un vrai vélociraptor, pas un Deinonychus, voilà, en prise avec un protocératops. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que les raptors, ou tout du moins les vélociraptors, étaient des animaux prédateurs, puisque si le protocératops était mort, il n'aurait pas pu emmener le raptor avec lui dans la tombe. Il se serait juste contenté de le manger et de partir. Là, c'est pas le cas. Le protocératops est clairement défendu, donc il y a preuve de prédation. La preuve qu'il s'agissait d'un chasseur solitaire est également sous nos yeux, puisque le protocératops ne porte pas de marque d'attaque d'autres prédateurs. Les cas de fossiles de dromaeosauridae morts en groupe seraient donc en fait dus à des cas de pièges de prédateurs. Ce qu'on appelle un piège à prédateur, ça peut être une carcasse qui est morte dans un endroit un petit peu inaccessible, voire dangereuse, dans lequel les prédateurs, les charognards, vont venir eux-mêmes mourir. Ce qui fait qu'on va avoir une très grande concentration de carnivores autour de la proie. C'est juste des animaux qui sont morts au même endroit que la proie. Il existe également des preuves géochimiques, puisque des différences d'isotopes du carbone ont été découvertes dans des dents fossilisées de dromaeosauridae jeunes et adultes. On a une différence de chimie entre les dents des individus jeunes et les individus adultes. Cela montre d'abord qu'ils n'avaient pas la même alimentation, ça peut se comprendre, quand on fait 2 mètres de haut, on ne se nourrit pas de la même chose que quand on fait 60 cm,
Mais aussi, ça montre qu'ils n'avaient pas du tout le même mode de vie, ce qui n'aurait pas été le cas si les parents s'étaient occupés de leurs petits. Ils auraient mangé la même chose et du coup, ils auraient eu la même chimie au niveau des dents. C'est pas le cas, donc ça prouve que ces animaux n'étaient pas du tout sociaux. Et c'est là qu'on peut exclure du même coup tous les moyens de communication élaborés qu'on a pu voir dans les films, puisque ce type de communication ne se développe que chez des espèces qui ont besoin de communiquer. Or là, visiblement, à part au moment de la reproduction, ces animaux ne vivaient pas ensemble, quel que soit leur âge et leur sexe. Si le comportement des raptors est un sujet qui vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo d'Entracte Science qui y consacre une vidéo de près d'1 heure, que je n'ai fait que vous résumer rapidement en quelques lignes. Bon là, je viens de péter un gros mythe autour de la pseudo-organisation terrible des raptors, désolé Jurassic Park 3 encore une fois, mais tant qu'à faire, parlons des plumes. Eh bien déjà, ne serait-ce qu'au point de vue de leur position dans la phylogénie, dans l'arbre phylogénétique, il semblerait quand même évident que ces animaux avaient des plumes, et pas seulement des protoplumes qu'on peut retrouver chez des groupes au caractère plus basaux, et même chez certains ornithischiens comme les marginocéphales par exemple, mais aussi et surtout il existe plusieurs spécimens de dromosauridés, bien conservés, qui portent encore ces fameuses plumes. On connaît si bien le plumage des dromosauridés qu'on a même pu reconnaître la couleur des plumes chez Microraptor, un animal qui vivait il y a 120 millions d'années en Chine, et plus exactement on a retrouvé des mélanosomes qui contenaient de la mélanine, un pigment biologique noir. La mélanine a de base pour fonction de protéger des rayons nocifs du soleil, mais la couleur irisée de ces plumes aurait également pu avoir une fonction sexuelle dans les parades amoureuses par exemple. La plume aurait alors eu une double origine, à la fois, on l'a vu, de fonction sexuelle ou de parade amoureuse, mais également une fonction dans la thermorégulation, car produire de la chaleur pour un organisme, ça coûte assez cher en ressources. Il est donc très important pour les animaux de bien conserver cette chaleur. Chez les gros animaux, c'est facile, ils sont tellement volumineux que la chaleur a du mal à s'extraire. Et la graisse est également un très bon isolant. Mais quand on est un microraptor qui ne mesure pas plus d'1 mètre, bah la graisse, ça vaut pas grand chose, et le volume non plus. Du coup, il faut trouver une alternative. Et cette alternative, c'est la plume. La plume apparaît alors comme un outil extrêmement intéressant d'un point de vue évolutif. D'abord pour conserver la chaleur, mais aussi pour pécho. Ce qui explique au moins comment ce caractère a été conservé et transmis aux générations suivantes. Du coup, présenté comme ça, les dromosauridés, ça commence vraiment à ressembler à des grosses dindes vénères. N'en déplaise à certains. Malheureusement, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous dresser un très beau cladogramme avec toutes les espèces recensées. J'aurais bien voulu, mais Fossilworks n'est pas d'accord. Apparemment, ça lui fait trop de boulot. Ou il a la flemme. Ou c'est moi qui ai la flemme. Je sais pas. Du coup, à la place, on va se contenter d'un bon vieux cladogramme made in Wikipédia, parce que quand c'est libre de droit, c'est pas cher. Et ce cladogramme vient en réalité d'une publication de 2017 qui présentait Ascaraptor. Ascaraptor, rapidement, c'était un dromosauridé, évidemment, parce que sinon on n'en parlerait pas, qui, à sa sortie, a été suspecté d'être un faux tellement il ressemblait à rien du tout. Et il existe aujourd'hui une hypothèse selon laquelle il serait même semi-aquatique. Et avec ce cladogramme, on constate déjà une chose, c'est qu'il n'y a pas d'espèce française. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, il y en a, je vous jure qu'il y en avait, mais c'est juste qu'elles sont très difficiles à classer. Les plus vieux restes de dromosauridés français dateraient du Tithonien, il y a 150 millions d'années. Donc on n'est pas très loin des tout premiers dromosauridés. Il s'agit en fait de petites dents de 5 mm découvertes à la pointe de Chasseron, sur l'île d'Oléron, pour ceux qui ne connaissent pas trop, avec un projet initié en 2011 par un non-professionnel, Dominique Habitz, et Didier Nérodo, qui lui fait partie de l'université de Rennes. Bon, évidemment, ils ont trouvé d'autres trucs, mais là, c'est un petit peu hors sujet du coup. Des dents vont également être retrouvées dans le Berriasien et le Cénomanien de Charente, mais encore une fois, ça reste très fragmentaire et anecdotique. Les restes plus concrets de dromosauridés datent de la fin du Crétacé, du Santonien, du Campagnen et du Maastrichtien du sud de la France, et plus exactement des Hauts-de-Garonne, du Var, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, et on y distingue déjà 3 genres. Et du coup, si je fais ça, ça fait 6. Le premier étant Variraptor Beckinerum, qui a été décrit en 1998 par Jean Leleuf et Eric Buffetot, et qui est considéré comme douteux par l'équipe américaine de Turner depuis 2012. Alors ça se dit Mechinorum, car certes, en latin, le che n'existe pas et se prononce que, mais ici, cela fait référence à Patrick et Annie Méchin qui ont découvert les ossements qui ont servi à déterminer la nouvelle espèce dans le Var. D'où le nom même de Variraptor. Entre 76 et 69 millions d'années, bon, à peu près. Et la seconde espèce est décrite 2 ans plus tard par Philippe Taquet et Ronan Alain,
Spiroraptor olympius, et dont les premiers restes ont été découverts dans les Bouches-du-Rhône, dans des niveaux de la fin du Campania, entre 76 et 74 millions d'années. Toujours à peu près. Salut Sican, puis-je dire quelques mots? Et salut Simplex. Mais je t'en prie, Mikasa et Tsukasa. Ça se prononce Kassa, trop du cul. Merci. Je voudrais apporter ici quelques précisions sur le sujet. Effectivement, un long débat a eu lieu entre les deux équipes de chercheurs, chacune défendant la validité de sa découverte aux dépens de l'autre. Mais le manque d'ossements en commun ne permet pas actuellement de trancher. Sans compter que nos amis américains y mettent leur grain de sel. Et pour le coup, un gros grain de sel. Pour eux, Variraptor est carrément déclaré douteux. Cependant, de nombreuses découvertes faites par le Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence et des travaux menés par Thierry Tortosa, notamment dans la réserve naturelle de la Sainte-Victoire, permettront de relancer le débat prochainement avec de nouveaux arguments pour enfin trancher entre l'existence d'un seul et unique genre ou bien s'il s'agit de deux genres différents. Mais qui sait, peut-être les deux seront-ils considérés comme valides. Comme souvent en paléontologie, affaire à suivre. Et vous, qu'en pensez-vous? Pyroraptor? Variraptor? Les deux? Une vraie différence d'espèce ou simplement deux animaux de sexe différents? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il ne faut pas oublier non plus la présence d'un troisième genre, soupçonné depuis 2012 avec l'équipe de Xavier Valentin, qui a identifié un morphotype proche de Ricardo estesia. De nombreuses autres petites dents découvertes dans le Campanien des Bouches-du-Rhône et du Var pourraient concerner ce troisième petit taxon. Les dromosauridés français étaient certainement trop petits pour s'attaquer aux grands sauropodes connus dans le coin comme Ampellosaurus ou Atsinganosaurus, qui étaient eux certainement plutôt la proie des grands abélésauridés, type Archovenator ou Tarascosaurus. Encore que Tarascosaurus, il n'est pas si grand que ça, mais il est quand même plus grand en tout cas que les dromosauridés qui vivaient à côté. Les dromosaures devaient se nourrir en chasseurs solitaires, comme on l'a vu, de rats-boutons, qui étaient très abondants à l'époque, voire encore de petits mammifères comme Mistralestes pour le cas de Ricardio estesia, qui est quand même plus petit que les deux autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à mon cher Alex qui m'a fait un grand plaisir en participant à cette vidéo. Merci Sican pour ton invitation. On se revoit bientôt. Ouais, merci Alex aussi de m'avoir refait la façade. Parce que le coup de crayon de l'autre, on peut pas vraiment dire que ce soit du Léonard de Vinci. On est plutôt sur du Picasso. Pour ceux que ça intéresse, je rappelle qu'il y a le lien de mon livre et de la vidéo d'Entracte Science dans la description. Si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Utip, Tipeee, enfin bref, voilà, tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite un très joyeux Noël, puisque la vidéo sort en Noël. C'est sûr que si vous l'avez regardé à un autre moment, ça ne marche pas. Et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao!